Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à la maladie des petits vaisseaux cérébraux, qu'on appelle aussi la MPVC. L'idée, c'est de revoir complètement notre approche de cette pathologie, qui est extrêmement fréquente. Il faut vraiment qu'on sorte de l'idée d'une maladie pour la voir comme un continuum microvasculaire. Et vous allez voir, ce changement de perspective, c'est essentiel pour notre pratique de tous les jours. Allez, on commence directement avec cette phrase choc. Le cerveau est mal perfusé sans infarctus massif. Voilà, tout est dit, ou presque. C'est une affirmation qui bouscule un peu les choses et qui résume parfaitement le nouveau paradigme. Ici, on ne parle pas de l'AVC brutal ischémique avec un déficit massif, mais d'une souffrance qui est chronique, diffuse, à bas bruit. Pour bien comprendre ce concept, on va procéder en entonnoir. On va partir de l'idée générale, celle d'un continuum, pour ensuite plonger au cœur de la physiopathologie. Puis on verra les symptômes, qui sont souvent très trompeurs, comment on peut les visualiser, et on terminera sur le plus important, la prise en charge, qui est avant tout préventive. Alors, commençons par ce concept central. Il faut voir la MPVC non pas comme une maladie qu'on attrape en jour, mais comme un long processus. C'est ça qui remet en cause notre vision traditionnelle. Si on regarde la définition formelle, elle nous met déjà sur la piste. On parle d'un ensemble de processus pathologiques qui touchent les tout petits vaisseaux, artérioles, capillaires, vénules. Les mots vraiment importants ici, ce sont altération chronique de la perfusion et lésions progressives, souvent silencieuses. C'est ce côté insidieux qui rend la chose si complexe. Et c'est vraiment ça le message clé. Il faut penser à la MPVC comme un long continuum de défaillance microvasculaire. Un processus qui s'installe, qui progresse sur des années, parfois même des dizaines d'années, avant de devenir vraiment parlant. Ok, maintenant que ce concept de continuum est posé, allons voir ce qui se passe sous le capot. Pour bien comprendre, il faut décortiquer la cascade d'événements qui se jouent au niveau des micro-vaisseaux. En fait, tout s'enchaîne. Ça commence par une dysfonction endothéliale. Les vaisseaux perdent leur capacité à se dilater. Juste après, c'est le couplage neurovasculaire qui est altéré. Ça veut dire quoi ? Que le débit sanguin n'augmente plus correctement quand les neurones travaillent. On crée une sorte d'hypoxie fonctionnelle chronique. Troisième étape, la barrière hémato-encéphalique devient poreuse, ce qui laisse passer des éléments et déclenche une neuroinflammation. Et le résultat de tout ça, c'est une hypoperfusion chronique et diffuse qui s'installe et qui va abîmer le parenchyme cérébral petit à petit. Alors, d'où ça vient tout ça ? Il y a deux grandes origines. D'un côté, et c'est de loin la plus fréquente, la forme sporadique. Elle est directement liée aux facteurs de risque vasculaire classiques, l'hypertension, le diabète, le vieillissement. De l'autre côté, beaucoup plus rarement, on a des formes génétiques, comme le CADASIL avec la mutation Notch3, qui, elle, se manifeste bien plus tôt dans la vie. Logiquement, cette physiopathologie très insidieuse va se traduire par un tableau clinique qui est lui aussi très élusif, très piégeux. On parle de symptômes faussement bénins. Souvent, ça commence sur le plan cognitif, pas forcément par des troubles de la mémoire, et c'est ça le piège. On observe plutôt un ralentissement psychomoteur, des troubles de l'attention, des difficultés d'organisation, bref, un syndrome dysexécutif assez typique. Côté moteur, c'est pareil, c'est subtil. La marche devient plus lente, un peu instable, des troubles de l'équilibre apparaissent, parfois des chutes qu'on n'explique pas. Ça peut même aller jusqu'à un tableau qui ressemble à un Parkinson, mais d'origine vasculaire. Et puis, il y a la dimension neuropsychiatrique qu'il ne faut surtout pas négliger. Une apathie qui s'installe, une dépression qui résiste au traitement ou une labilité émotionnelle. Dans le bon contexte, ce sont de vrais signaux d'alarme. Et voilà pourquoi c'est si trompeur. Parce qu'au début, il n'y a pas de déficit focal évident, il n'y a pas d'hémiplégie, d'aphasie brutale, juste des symptômes diffus qu'on a trop souvent tendance à mettre sur le compte de la fatigue, du stress ou juste du vieillissement normal. Alors face à ce tableau clinique très flou, comment on fait pour objectiver les choses ? Comment est-ce qu'on rend visible ce processus invisible ? Eh bien c'est là que la neuroimagerie devient absolument cruciale. Le gold standard, c'est l'IRM cérébrale. C'est elle qui va nous montrer les cicatrices de cette souffrance chronique. On va chercher les fameuses hyperintensités de la substance blanche, la leucoarayose, mais aussi les lacunes, les micro-infarctus, les micro-saignements qu'on voit très bien sur les séquences T2 étoiles, et, à plus long terme, une atrophie sous-corticale. Oui, mais c'est le grand piège clinique. Que fait-on quand l'IRM est normal ou presque normal ? Le patient a des symptômes, mais l'imagerie ne montre rien de spectaculaire. La réponse, c'est un principe fondamental. La clinique peut précéder les lésions visibles à l'IRM et parfois de plusieurs années. Le processus fonctionnel, la dysfonction des microvaisseaux, a déjà commencé. Simplement,
les dommages structurels ne sont pas encore assez importants pour être détectés par une IRM standard. Tout ça nous amène à la pointe de notre entonnoir, la prise en charge. Et face à un processus aussi long et insidieux, l'impératif est clair. Il faut absolument prévenir, parce qu'une fois que les dégâts sont là, il est souvent trop tard pour guérir. La stratégie repose donc entièrement sur la prévention. Et les piliers, on les connaît, mais ici, ils prennent une importance capitale. Le contrôle strict de la pression artérielle, c'est vraiment la clé de voûte. À ça s'ajoute bien sûr la gestion rigoureuse d'un diabète, l'arrêt du tabac et la promotion de l'activité physique régulière. Et il faut être très honnête sur ce point. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement spécifique pour réparer les microvaisseaux qui sont abîmés. On ne sait pas faire marche arrière, d'où l'urgence et l'importance absolue de la prévention. Alors, si on devait repartir avec une seule idée en tête de ce décryptage, ce serait celle-là. La MPVC, c'est une maladie de la perfusion et de la régulation. Ce n'est pas juste une maladie des lésions qu'on voit à l'IRM. La pathologie est fonctionnelle bien avant d'être visible, structurelle. Et je vous laisse avec cette question, pour la réflexion. Face à une pathologie aussi silencieuse, aussi progressive, avec des conséquences aussi lourdes, est-ce que nos stratégies de prévention actuelles sont vraiment assez agressives et surtout assez précoces ?